Don't sweat the technique. Salut, on se retrouve pour la suite du top 50 des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire. On va rentrer dans le top 10, j'ai décidé de faire deux vidéos, donc on va aller de la place numéro 10 à la place numéro 6 et puis on terminera par le top 5. Alors on y va tout de suite, à la place numéro 10, j'ai choisi d'y mettre Kevin Johnson, KG. Petit meneur d'1m85 sorti de California et drafté en 1987 par les Cleveland Cavaliers. Ses stats en carrière, c'est 17,9 points, 3,3 rebonds et 9,1 passes décisives. Le tout à quasiment 50% de réussite et 30% à 3 points. Et à son prime, Kevin Johnson, c'est 22,5 points, 4,2 rebonds, 12,2 passes décisives et 2,1 interceptions. Donc Kevin Johnson, c'est l'un des meneurs les plus explosifs de l'histoire. Un gars qui a aussi posé des dunks assez exceptionnels, vous le verrez dans le petit clip qui va passer. Kevin Johnson, il a posté des dunks tonitruants sur du Mark Eaton, Patrick Ewing, et évidemment le dunk le plus connu, c'est celui sur Hakeem Olajuwon où il déboule ligne de fond, il va lui coller un dunk d'anthologie. Donc c'était un gars qui avait un premier pas explosif, une vitesse exceptionnelle, un vrai dragster, l'un des premiers meneurs comme ça à pouvoir pénétrer dans la raquette et aller défoncer les pivots adverses. En plus de ça, Kevin Johnson, au-delà d'avoir une vitesse hallucinante, c'était un joueur avec une très bonne vision du jeu, un vrai meneur de jeu qui trouvait des passes vraiment terribles et un très bon voleur de ballon, plutôt très bon défenseur. Donc dans sa carrière, il a été drafté d'abord par Cleveland, comme je l'ai dit, au 7e choix de la draft 87, et il devient le backup de Mark Price. Kevin Johnson, même s'il a sur sa première saison un temps de jeu assez réduit, montre qu'il est capable de produire beaucoup plus, et du coup les Cavs choisissent de l'échanger à Phoenix contre notre ami Larry Nance, qui fera le chemin inverse. Et arrivé à Phoenix, Kevin Johnson y passera donc toute sa carrière et sera évidemment identifié comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire des Phoenix Suns. Dès sa deuxième saison chez les Suns, il tourne à plus de 20 points et 10 passes décisives, chose quand même assez rare en NBA, et il va le faire pendant 3 saisons. Alors il continuera à faire de très belles moyennes, il ne fera pas du 20 et 10, mais parfois il fera du 21 et 9,8, et parfois il fera plus de 10 passes décisives, mais légèrement moins de 20 points. Donc il est le meneur titulaire d'une très bonne équipe des Suns à la fin des années 80, au début des années 90, même si ça vise pas forcément les finales NBA. Voilà, c'est un club très régulier qui participe aux playoffs tous les ans. Et puis en 1993, Charles Barkley débarque et devient le MVP cette saison-là, et là vraiment il les fait passer un palier. Du coup Kevin Johnson score un tout petit peu moins, il se repose sur Charles, mais du coup c'est un duo vraiment terrible, et ensemble ils vont aller chercher une finale NBA en 1993 contre Chicago. Alors ils la perdront, Kevin Johnson sera un peu moins bon qu'à l'accoutumée dans ces finales, surtout une première partie de finale un petit peu compliquée, notamment face à Michael Jordan qui le défend. Donc quand vous faites 1m85 et que vous êtes défendu par Jordan, c'est quand même pas coton, et il revient bien sur la deuxième partie de la finale pour finir avec une moyenne de plus de 17 points et 6 passes, mais avec un pourcentage quand même assez faible. Voilà, derrière cette finale perdue, les Suns n'arriveront jamais à retourner en finale NBA. Ils se font éliminer 2 années d'affilée contre Houston, mais voilà, il sera quand même toujours très productif dans cette équipe des Suns, et Charles Barkley partira, mais Kevin Johnson lui continuera à être le leader de cette équipe des Phoenix Suns. Et ce que j'admire beaucoup chez Kevin Johnson, c'est son engagement au quotidien, dans chaque match. C'est vraiment un battant, mais quasiment jusqu'à la fin de sa carrière, il va produire des stats très intéressantes, puisque à 1 an et demi
de sa retraite, il tournera encore à 20 points et 9 passes et sortira une moyenne à 3 points de 44%. Donc là aussi, il prouve que c'est un joueur qui continue de travailler, qui continue de progresser parce qu'il n'a jamais été vraiment un shooter naturel, notamment à 3 points. Et voilà, en bout de carrière, il finira avec quand même un pourcentage à plus de 40%, avec un volume de shoot autour de 3 shoots par match, ce qui est quand même vraiment pas mal. Et puis là aussi, tout à son honneur, Kevin Johnson prend du recul sur l'équipe. Il passe sur le banc en 98 lors de l'arrivée de Jason Kidd et deviendra un tout petit peu son mentor, mentor aussi également de Steve Nash. Donc les Suns ont à un moment donné de leur histoire eu Kevin Johnson, Steve Nash et Jason Kidd. C'est quand même assez énorme, 3 des meilleurs meneurs de l'histoire. Donc voilà, c'est un joueur, comme je l'ai dit, qui avait les Suns dans la peau, même après sa retraite. Un an après sa retraite, il vient faire une petite pige de 6-7 matchs pour dépanner les Suns quand Jason Kidd est blessé. Voilà. Et puis au-delà d'être un joueur magnifique, Kevin Johnson, c'est un gars qui en a dans la tête, puisqu'il a été diplômé de sciences politiques à Berkeley, est devenu depuis le maire de Sacramento, donc il fera beaucoup de choses pour l'insertion des jeunes, notamment des jeunes défavorisés, mais pas que. Et voilà, Kevin Johnson, c'est un joueur donc très intelligent, un vrai général sur le parquet, et il a été simplement 3 fois All-Star. Kevin Johnson, il aurait dû l'être 6, 7, 8 fois, très franchement, et il a été quand même un membre de la Dream Team 2, 5 fois All-NBA, mais il aurait pu avoir 1 ou 2 sélections dans la All-NBA First Team sans problème, et quand même beaucoup plus de sélections All-Star. Il est quand même souvent oublié, Kevin Johnson, et c'était pourtant un joueur vraiment marquant, un joueur que j'ai adoré, mais je sais qu'il a passionné toute une génération, Kevin Johnson. On continue à la 9e place et j'ai choisi d'y mettre Sam Cassell, là aussi meneur, plus grand que Kevin Johnson, 1m90, sorti de Florida State University, 24e choix de la draft 93 et sélectionné par les Houston Rockets. Ses stats en carrière, c'est 15,7 points, 3,2 rebonds, 6 passes décisives, 45% de réussite au shoot et 33% de réussite à 3 points. Les stats à son prime, 19,8 points, 4,4 rebonds et 9 passes décisives. Alors Sam Cassell, c'est un joueur qui est arrivé un petit peu sur la pointe des pieds. En NBA, on l'attendait pas vraiment, devait être backup de Kenny Smith chez les Rockets. Donc il fait une première saison assez correcte, mais il se révèle surtout énorme en playoff, et notamment dans les finales NBA 1994 face à New York, où vraiment il montre qu'il peut prendre feu à tout moment. Il est extrêmement important dans la conquête du titre en 94 avec Houston. Et surtout, il est très clutch. Sam Cassell, il montre d'entrée dès sa première saison qu'on peut compter sur lui dans les moments chauds. Donc il prend 2 titres avec les Rockets en début de carrière, et puis en fait il bouge du côté de Phoenix, puis de Dallas et rapidement de New Jersey, et il s'y fixe pas parce que on ne le considère pas vraiment comme un meneur titulaire, donc il sort souvent du banc, pas suffisamment dominant quand il est titulaire, et voilà, il s'y fait pas dans ces 3 équipes, et il va bouger du côté de Milwaukee, et là réellement il s'installe comme le meneur titulaire d'une équipe vraiment sympa à voir jouer, dans un trio composé de donc Sam Cassell, Ray Allen et Glenn Robinson, le tout coaché par George Karl. Vraiment équipe magnifique. Donc il leur fait passer un palier, et ils vont même jusqu'en finale de conférence, perdue contre Philadelphie. Mais voilà, d'une équipe moribonde, il les fait évoluer en prétendant aux finales de conférence, et donc même finale NBA, même s'il n'y arrive pas. Sam Cassell crédibilise vraiment l'équipe de Milwaukee, et même quand il continuera un peu plus tard du côté de Minnesota, eh bien là aussi il leur fera passer un palier, puisque pour la première fois les Minnesota Timberwolves passent en demi-finale de conférence, et donc passe pour la première fois le premier tour des playoffs. Donc là aussi, il est un joueur d'impact, un joueur qui va faire progresser toute son équipe. Et voilà, c'est un vrai gagneur dans les moments chauds, il veut les ballons et il met dedans. Alors aussi bien pour relancer son équipe que pour asseoir une victoire, Sam Cassell, il est tout le temps là, beaucoup d'assurance, hein, je veux dire, il joue avec un jeu
je dirais presque dès sa première saison, il joue comme un vieux briscard. Voilà, c'est Sam Cassell, et puis Sam Cassell sur un groupe, c'est à la fois le petit frère, le grand frère, le coach, et puis c'est un fou qui peut prendre feu à tout moment et qui prend beaucoup de pression sur lui, et franchement ça bouge pas. Il continuera à apporter toute cette expérience un peu plus tard chez les Clippers, et même en bout de carrière où il sera quasiment un assistant coach à Boston, et voilà, je le mets à cette place là parce qu'il a été simplement une seule fois All-Star, que ce gars a gagné 2 titres, qu'il a aidé des clubs à passer, comme je l'ai dit, des paliers proches des finales NBA, et même avec Boston un nouveau titre en fin de carrière, même s'il a pas assez peu d'influence dans le jeu. Il a beaucoup d'influence par contre sur le groupe, et c'est pour ça que je le mets à cette place là, parce que Sam Cassell, il est jamais cité parmi les meilleurs meneurs. Alors évidemment il fait pas partie des 5 meilleurs meneurs de l'histoire, ou même plus, mais c'est un joueur qui a toujours été décisif et qui est tout le temps oublié dans ces classements des meneurs NBA. C'est pour ça, pour moi, Sam Cassell, c'est un joueur vraiment incontournable des années 90, fin des années 90 et début 2000, l'un des meilleurs meneurs de la ligue dans cette période-là. Voilà, on va continuer à la 8e place, et j'ai choisi Sean Elliott. C'est un swingman de 2,03 m, sorti de l'université d'Arizona, et c'est le 3e pick de la draft 1989. Ses stats en carrière, c'est 14,2 points, 4,3 rebonds, 2,6 passes décisives, avec un pourcentage au shoot de 46% et 37,5% à 3 points, donc ça c'est vraiment très très bon. Et à son prime, 20 points par match, 5,6 rebonds, 3,8 passes et une interception. Alors moi je l'appelle Sean la classe Elliott parce que c'est un joueur à la fois ultra complet et très classieux, avec une mécanique de shoot assez parfaite. Et puis c'est un joueur qui pouvait aussi bien jouer en 1 contre 1, déborder ses adversaires, souvent ligne de fond, vous le verrez dans le petit clip que je vais passer. Il débordait beaucoup ses adversaires pour finir dans le cercle très très fort, avec une détente exceptionnelle. Regardez bien dans le clip, à un moment il va péter un dunk sur Vlade Divac, et il monte, il s'arrête jamais de monter, Sean Elliott. Voilà, donc ça a été toute sa carrière un espèce de lieutenant. Il a été le lieutenant de David Robinson et un peu plus tard de Tim Duncan, mais c'est un joueur qui aurait pu être vraiment un franchise player. Il aurait pu très honnêtement planter 25-27 points par match s'il avait été un peu plus égoïste, mais c'était dans son caractère d'être un espèce de lieutenant. Par contre c'était quelqu'un de très très régulier. Tous les soirs, il plantait ses 15-18 points, il prenait 5 rebonds, donnait 3-4 passes décisives, à un très bon pourcentage, il ne se gavait pas de ballon, il était extrêmement efficace, il pouvait prendre le jeu à son compte aussi, et puis il a mis quand même des buzzer beaters assez mémorables. On se souvient du buzzer beater du Game 2 contre les Blazers, si vous avez l'occasion de le voir, ou peut-être ça sera dans le clip, un buzzer beater terrible. Et je l'ai mis à la 8e place parce que Sean Elliott est vraiment oublié, parce qu'il n'a pas des stats de folie, mais si on regarde son jeu, c'est un jeu très très complet, très peu d'imperfections. Vraiment terrible Sean Elliott, et en plus il va chercher un titre en 1999 avec David Robinson l'amiral et Tim Duncan, et juste après cette finale, il annonce en fait qu'il a de graves problèmes rénaux. Il est dans la foulée opéré et transplanté, mais il continue de se battre jusqu'au bout, et Sean Elliott va revenir à la compétition, reprendre le jeu, prouver à lui-même qu'il est capable de redevenir un vrai joueur NBA, chose qu'il va être, et voilà, il va faire une dernière saison pour prouver à tout le monde qu'il a vaincu cette maladie et qu'il est capable de reprendre la NBA à un très très bon niveau. Voilà, il fait une année et puis il tire sa révérence. Comme je l'ai dit, c'est Sean la classe Elliott, un joueur vraiment oublié, un swingman terrible avec un jeu très 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 complet. Allez, on continue et on va passer au numéro 7, et j'ai choisi une grosse légende, mais je la mets quand même. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi John Havlicek,
Hondo Havlicek, joueur d'un mètre 96, plutôt ailier tout au long de sa carrière, et c'est le 7e pick de la draft 1962, donc il va évoluer entre 62 et 78. Ses stats en carrière, attention, ça va piquer 20,8 points, 6,3 rebonds, 4,8 passes décisives, et à son prime c'est 28,9 points, 9 rebonds et 7,5 passes décisives et plus d'une interception. Alors c'est le joueur d'une autre époque, d'un basket d'une autre époque, mais c'est un joueur extrêmement complet, capable de tout faire sur le parquet. Alors il a marqué des tonnes de points avec une qualité de shoot exceptionnelle, capable de rentrer dans la raquette et de très bien finir proche du cercle, mais aussi possédant un shoot soyeux. Il pouvait vous allumer à 4-5 mètres ligne de fond, c'est toujours impeccable. Et puis au-delà de ça, c'est un vrai battant, un défenseur de génie. Il a été 8 fois All Defensive Team, bon après c'est un Hall of Famer, il a été 13 fois All Star, il a été 8 fois champion, mais je le mets dans ce top parce qu'il est quand même assez peu cité parmi les meilleurs arrières ailiers, donc plutôt ailier comme je le disais, de l'histoire. Il est vraiment souvent oublié, alors que c'est un gars avec un 6e sens pour le jeu, ultra développé, capable de faire des passes de folie, des passes au-dessus de la tête, dans le dos. Il est quand même très spectaculaire, et puis c'est un battant. Chaque ballon qui traîne, il est là pour le voler, et également un 6e sens pour le rebond, terrible. Il n'est pas doté d'une détente exceptionnelle, loin de là. Par contre, à 1m96, il fait une saison à 9 rebonds par match, c'est quand même très très rare. Donc ça veut dire qu'il avait cette capacité à bien lire les trajectoires, à être donc très intelligent et à pouvoir gicler sur le ballon beaucoup plus rapidement que n'importe quel autre joueur sur le parquet. Et je le mets également à la 7e place, parce que quand on veut comparer ses statistiques en carrière, on ne peut le comparer qu'à des joueurs légendaires comme Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, même si tous ces joueurs-là sont beaucoup plus grands que lui. Bon voilà, il jouait poste 3, donc on ne peut le comparer qu'à ces joueurs-là. Et je vais vous donner un chiffre, je peux le comparer à Michael Jordan. Jordan a fait 15 saisons, Havlicek en a fait 16, donc on peut quand même plus ou moins les comparer. Alors si évidemment au niveau du scoring, Jordan est le plus gros scoreur, pas de l'histoire, mais quasiment, par le nombre de saisons. Jordan a marqué 32 000 points en carrière, Havlicek c'est quand même 26 000 points, donc c'est loin d'être ridicule. Par contre au niveau des rebonds, Jordan en a pris 6 600 en carrière, Havlicek c'est 8 000 rebonds, et Jordan a donné 5 600 passes, Havlicek en a donné 6 000. Donc voilà, quand on le compare à des joueurs, c'est à des légendes NBA, mais vraiment très proches des meilleurs joueurs de l'histoire, et Havlicek est perpétuellement oublié. Je vais donner donc son palmarès: 8 fois champion, 11 fois All NBA, 13 fois All Star, MVP des finales 74, Hall of Famer, 8 fois All Defensive Team. Donc pendant qu'il était joueur NBA, on ne l'oubliait pas, c'était l'un des meilleurs. Mais voilà, les années 80, 90, 2000 sont passées, et Hondo Havlicek, on l'oublie à chaque fois. C'est peut-être le top 5, top 7 des meilleurs joueurs de l'histoire, et perpétuellement oublié. Donc c'est mon 7e choix de ce top 50 des joueurs les plus sous-estimés. Et puis on va terminer avec le numéro 6, et c'est moi l'un de mes joueurs favoris. Il s'agit de Chris Webber, ailier fort de 2,06 m, qui a joué entre 1994 et 2008. C'est le premier choix de la draft 1994. Il est échangé contre Penny Hardaway par Orlando, donc il débarque chez les Warriors. Ses stats en carrière: 20,7 points, 9,8 rebonds, 4,2 passes, à 48% de réussite au shoot et 30% à 3 points. Et à son prime, c'est très très haut, 27,1 points, 13 rebonds par match, 5,4 passes décisives, quasiment 2 interceptions et plus de 2 contres par match. Donc Chris Webber, c'est un joueur rare, un ailier fort all-around, spectaculaire et rapide, avec des moves de fou. On a tous en mémoire ces highlights de sa première saison avec les Warriors, où c'est des passes dans le dos, des dunks tonitruants, une vitesse exceptionnelle. Alors il sera beaucoup moins rapide en fin de carrière, mais voilà, en début de carrière il est vraiment explosif, une sorte de compromis entre Karl Malone et Charles Barkley, mais avec ce sens de la passe bien plus aigu que ces deux-là, une espèce de combo meneur arrière dans le corps d'un ailier fort. Donc comme je l'ai dit,
Il commence sa carrière chez les Warriors, il fait une très bonne carrière chez les Warriors, il fait une seule saison, mais il est rookie de l'année. Et ça se passe pas super bien. D'abord, Billy Owens est tradé, il projette de le faire jouer sur sa deuxième saison en poste de pivot, ce qui lui dit pas franchement. Il a envie de connaître aussi un plus gros marché, donc il opt-out de son gros et long contrat qui était à l'époque sur 15 ans et 75 millions de dollars. Donc il décide d'en sortir, il demande un nouveau contrat, et il demande un contrat avec une clause pour pouvoir en sortir au bout de 2 ans, et les Warriors ne veulent absolument pas. Donc ça se frite un petit peu, et au final il est échangé à Washington contre Tom Gugliotta. Il rejoint Washington où il retrouve donc son ancien coéquipier du Fab Five, Juwan Howard, et Rasheed Wallace. Donc on a quand même 3 ailiers forts vraiment énormes dans l'équipe de Washington. Voilà, donc il fait de bonnes saisons, il participe même aux playoffs avec les Bullets, et finalement, bon, il manque quelque chose, le fait d'avoir comme ça ces joueurs ailiers forts. Il préfère justement donner un petit peu la main à Juwan Howard, et il choisit donc de l'échanger et de laisser partir Chris Webber du côté de Sacramento. Alors il y va un petit peu à reculons, et finalement le projet se monte vite, donc autour de Chris Webber, mais avec Vlade Divac, Duke Christie, Jason Williams, un paquet d'autres joueurs comme ça, un petit peu revanchards, et l'équipe se forme bien, notamment autour de ce duo intérieur Webber-Divac, qui sont 2 très bons passeurs, et ça devient comme ça très fluide, et ils vont produire l'un des meilleurs baskets de cette décennie-là, et même je dirais plus loin que ça, un des meilleurs baskets all-time, un basket succulent à voir, très rapide, avec des shoots à 3 points en première intention. C'est vraiment ultra spectaculaire, et ils vont même donc aller très haut, puisque bon, très franchement, au bout de quelques années, ils visent les finales NBA, se feront éliminer par les Lakers. Souvent, et on repense à ce Game 6 où ils se sont fait un petit peu voler par les arbitres, et ce Game 7 en prolongation en 2001, si ma mémoire est bonne, et voilà, ils échouent face aux Lakers, mais c'est comme ça, dans notre imagerie, on garde cette équipe exceptionnelle de Sacramento, et avec pour franchise player, Chris Webber. Alors après, il a une fin de carrière un petit peu difficile, souvent gêné par les blessures, donc il va à Philadelphie et à Détroit. Voilà, bon, c'est beaucoup moins spectaculaire, il est quand même vraiment gêné par ses blessures, mais voilà, on continuera à voir Chris Webber sous ce maillot fabuleux des Sacramento Kings, et c'est un peu comme Havlicek, quand on a envie de comparer un petit peu la production de Chris Webber, on s'aperçoit qu'on peut le comparer à des gars comme Tim Duncan, comme Kevin Garnett, voilà vraiment des gars qui ont marqué ce sport au poste d'ailier fort. Et alors attention, je dis pas qu'il est meilleur que Tim Duncan ou que Garnett. Duncan a été plusieurs fois MVP des finales, gagné des titres, etc. Donc c'est ce qui les sépare aussi. Mais au niveau des moyennes, voilà, quand Duncan met 19 points par match, Webber il est à plus de 20 points. Duncan il prend pratiquement 11 rebonds, Webber c'est 10. Chris Webber donne plus de passes décisives en carrière que Tim Duncan. Ça, vraiment il avait plus de feeling pour la passe. Mais voilà, on peut le comparer à ces gars-là. On le met toujours derrière, chose que je peux comprendre, mais c'est expliqué par le fait qu'il n'ait jamais gagné de titre ou qu'il n'ait jamais été en finale. N'empêche que c'était quand même un joueur exceptionnel. Et voilà, il manque ça dans la carrière de Chris Webber. En plus, pour ceux qui ne le savent pas, il a commencé sa carrière donc à l'université à Michigan, et il a fait une énorme bourde en finale NCAA en demandant un temps mort alors qu'il n'en avait plus droit. Du coup, ça donne 2 lancers francs. Je crois que c'est North Carolina ou Duke qui met ces 2 lancers francs et qui remporte le titre NCAA. Donc il commence quand même sa carrière avec une bourde, et puis voilà, toute sa carrière, à chaque fois qu'il a la possibilité d'aller en finale ou d'aller plus loin, individuellement il est toujours très fort, mais voilà, il n'arrive pas à passer ce cap, et c'est, je pense, cette chose qui handicape Webber dans la totalité de sa carrière pour être plus haut dans le classement des joueurs, des meilleurs joueurs post 4 de l'histoire. Et c'est pour ça que je le mets 6e choix de ce top 50 des joueurs les plus sous-estimés. Voilà, on se retrouve bientôt pour finir notre top 5. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, et on se retrouve très bientôt les amis. Bye bye et merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye.